Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor. Je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis, je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permettent de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque. Je pense que le rôle d'un manager, c'est un rôle particulièrement clé. C'est un rôle qui est amené à évoluer. Le Human Factor, ce n'est pas qu'un buzzword. C'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail. The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co/book, B-O-O-K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Christelle, comment vas-tu ? Je vais très bien, c'est vendredi après-midi, qui est le début d'un week-end qui va être très reposant. Oui, c'est ce qu'on se disait un petit peu avant d'enregistrer. C'est la même de ce côté-là. On enregistre à distance, hein, comme le veut l'époque, même si on avait prévu à l'origine d'enregistrer in situ dans vos très jolis locaux. Et bah, écoute, en tous les cas, Christelle, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yaniro. Et comme vous avez pu le lire dans le titre de l'épisode, tu es Head of HR chez Litchi et MangoPay. Et peut-être à défaut de repitcher Litchi et MangoPay, qui est, je pense, très connu et que voilà, donc tout le monde a bien en tête, ça vaut peut-être la peine quand même de donner quelques éléments de dimension de Litchi et MangoPay, parce que je ne suis pas certain que celles et ceux qui nous écoutent ont une idée de quelle taille ça fait, depuis combien de temps ça existe. Et est-ce que tu veux nous partager ça ? Oui, avec plaisir. Alors, Litchi, j'espère que tout le monde connaît l'objet de notre entreprise. On est une plateforme de cagnotte en ligne qui a été créée en 2009 par Céline Lazorte. On est aujourd'hui 70. On a bien grandi depuis les débuts de Litchi. Une autre société sœur est apparue dans le giron de Litchi, c'est MangoPay, qui depuis a bien grossi. On est 180 et la société, elle existe depuis 2013. Donc Litchi et MangoPay sont un groupe qui est détenu par le Crédit Mutuel Arkea et on est à environ 250 personnes aujourd'hui. Et c'est pas fini de grandir. Et toi, tu as rejoint donc le groupe Litchi. Je pense que vous étiez à peu près moitié moins que ça, c'est ça ? Oui, alors moi je suis arrivée en mars 2019, donc ça va faire 2 ans. Quand je suis arrivée, on était plus ou moins 130 personnes. Donc on a doublé la taille de l'équipe là ces 2 dernières années. Il y a eu une hyper croissance assez importante qu'on a vécue ces 2 dernières années. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant qu'on puisse partager la réalité de la dimension de ces deux entreprises, parce que je pense que même si tout le monde connaît Litchi et MangoPay, je ne suis pas certain que ce soit de notoriété publique que les boîtes aient grossi autant sur l'échelle de 1 ou 2 ans, enfin en tout cas de ces derniers temps. Donc, en tout cas, moi, je ne le savais pas, donc je pense que ça vaut le coup de le remettre dans le champ. L'idée de cet épisode, ça va être de nous pencher sur un sujet qui, et alors je ne vais pas le cacher, en tout cas me tient particulièrement à cœur, et à toi aussi Christelle, parce qu'on a décidé ensemble que c'était de ça qu'on voulait parler aujourd'hui. On va parler du management en startup, et peut-être d'une manière plus précise encore de comment est-ce que le management joue un rôle de scale en startup, comment est-ce que le management a un impact énorme dans la trajectoire d'entreprises qui grossissent très vite. Peut-être pour commencer et poser un peu les bases, est-ce que tu veux nous dire, Christelle, qu'est-ce qui fait que c'est un sujet qui, toi aussi, t'a beaucoup parlé et qu'on est tombé d'accord sur le fait que c'était très utile de centrer cet épisode là-dessus ? Oui, volontiers. Alors, je pense que le rôle d'un manager, c'est un rôle particulièrement clé. C'est un rôle qui est amené à évoluer au fur et à mesure du développement d'une start-up qui devient potentiellement une scale-up. À titre personnel, ce sujet me touche particulièrement. Moi, je suis arrivée il y a 2 ans chez Litchi et MangoPay comme la première RH, et aujourd'hui, j'ai une équipe de plus de 10 personnes. Donc mon rôle de manager, il a évolué, et je me rends compte à quel point être manager s'avère clé. C'est vraiment important
en fait, de, bien prendre la mesure de ce rôle, quand, on fonde, une société, voilà, pour un fondateur ou une fondatrice. Mmh. Alors une fois n'est pas coutume, avec ton autorisation Christelle, je vais, jouer si je puis dire, avec toi au sens où, nous aussi, à notre manière, c'est notre quotidien de voir un peu l'impact que peut avoir le management et à tous les niveaux dans une entreprise qui grossit, qui passe de start-up à scale-up. Donc j'aurais peut-être des choses à partager, au nom de Yaniro, mais je vais évidemment, te laisser, la grande partie, de l'échange et on va peut-être commencer par la question numéro 1 qu'on peut se poser, au tout début de cet épisode, c'est OK, nous, on vous dit que le management, c'est l'un des leviers principaux du scale en start-up, mais ça vaut pas la peine de nous croire sur parole. Toi, dans tes expériences, que ce soit Litchi Mangopay ou même, par ailleurs, qu'est-ce qui est vraiment le rôle et l'impact du management dans une start-up? Pourquoi est-ce que finalement on dit que c'est l'un des leviers principaux, du passage à l'échelle? Alors, de manière, assez rapide, lorsqu'une start-up, voilà, devient, accélère son développement, ou, le produit a trouvé, je dirais, son marché, bah, on n'est plus un, 2, 3 avec le fondateur autour de la table. Donc cette équipe, elle est amenée à grossir, pour, bah, garantir la croissance, et c'est à ce moment-là que, embaucher des personnes qui demain seront les managers, ou embaucher des bons managers va s'avérer, clé. Parce que, avec cette phase d'accélération de scale, on a une phase de structuration, de formalisation des process, et puis cette équipe, heu réduite, du début, c'est souvent celle qui, sera les leaders de demain. Donc, s'il y a bien une priorité, pour, un fondateur ou une fondatrice, c'est de choisir parmi, ses premiers salariés des graines de leaders, de managers qui vont, l'accompagner, bah, tout au long de la phase de croissance, de la start-up. Mmh. Et c'est vrai que, il y a plusieurs paramètres, hein, dans cette notion du rôle que jouent les managers dans l'évolution de l'entreprise et l'une des raisons pour lesquelles c'est absolument crucial de faire une, belle place à des, 1ers, collaborateurs ou collaboratrices, c'est notamment pour, un aspect qui est peut-être pas celui auquel on pense en premier quand on pense au rôle du manager, c'est l'aspect de maintenir et de consolider, la culture. Parce que c'est vrai que autant, quand on est 5, 10, 15, la culture, elle se fait de facto, elle est plus ou moins formalisée, il y a plus ou moins de valeurs qui sont posées, mais dans tous les cas, la culture existe. C'est très, très facile, dans une entreprise qui grossit aussi vite que, bah, vos 2 entreprises, par Mmh. exemple, de quelque part biaiser ou tordre la culture sur des recrutements ou sur des comportements internes et les managers, l'un des rôles des managers, c'est bien évidemment, d'être, garant de cette culture dans une proportion que les fondateurs ou fondatrices ne peuvent plus porter quand la boîte grossit. Je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, chez Litchi et Mangopay? Moi, j'ai l'impression que la culture de départ, qui était initiée, c'est un ciment qui est resté, assez fort, et d'ailleurs, c'est un des challenges, hein, du scale, c'est d'arriver, tout en grandissant, à conserver, cet ADN, qui était, depuis les débuts, dans son entreprise, et de la faire perdurer. Donc, j'ai l'impression que vraiment les valeurs, toutes les caractéristiques, du litchi il y a 2 ans, d'il y a 10 ans pardon, se retrouvent, dans la culture d'entreprise, d'aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on a plutôt, chéri, bah, depuis les débuts de l'entreprise. Mmh. Et c'est vrai que là, j'imagine que, vous avez, un soutien et un œil particulier sur les managers pour qu'ils arrivent à, continuer à faire perdurer cette culture. Comment vous vous organisez là-dessus, par exemple? Bah, absolument, les managers, ce sont, finalement eux qui sont les gardiens du temple, en termes de culture d'entreprise, puisque dans la gestion de leur équipe, c'est eux qui vont, définir, je dirais, l'identité, l'état d'esprit, les valeurs, le fonctionnement. C'est
finalement tout ça qui fait que, chaque entreprise a sa culture propre et ce qui va faire aussi qu'elle va, se différencier des autres. Donc le rôle d'un manager, c'est finalement de travailler et puis, je dirais d'être le ciment de ces valeurs communes, de l'insuffler de la bonne façon, et de la transmettre, au fur et à mesure et donc, en ça, on peut dire que les managers, ce sont les premiers ambassadeurs. OK, donc ça, à ce stade-là, si on se pose la question de, comment se manifeste cet effet de, des managers qui sont, des rôles clés du passage à l'échelle d'une entreprise. Là, on vient de vraiment de voir ce qui se passe du côté de la culture et du coup la valeur, d'avoir des premiers collaborateurs et collaboratrices qu'on fait, monter en compétences en management et en leadership pour, maintenir cette culture. Bien évidemment, le rôle des managers n'est pas uniquement, que du côté de la culture. Ça fait presque sourire quand on le dit comme ça, mais c'est pour ça qu'on a commencé par ça, parce que c'est peut-être quelque chose qui est moins, présent dans les esprits et qui est pourtant absolument crucial. On peut se poser maintenant la question du rôle du manager, d'un point de vue, purement, opérationnel et ça vaut peut-être la peine de se reposer la question de, bah, au final, indépendamment de la culture, c'est quoi le job d'un manager en start-up? À quoi ça sert? C'est quoi sa North Star métrique, si j'ose dire, hein? Où est-ce qu'il doit regarder? Et chez vous, du coup, à quoi sert quelque part, les, différents managers? À quoi servent, du coup? Oui, le rôle d'un manager, c'est vraiment, d'amener son équipe à la victoire. C'est finalement la personne qui va donner, la bonne direction, qui va organiser, structurer et ça va passer par, différentes, choses. Comme on vient de le dire, c'est instaurer, une culture d'entreprise, mais c'est aussi, donner de la perspective, avoir, la vision d'ensemble, prendre du recul sur le projet auquel, on contribue. C'est, positionner finalement, ce cadre stratégique dans la mission des uns et des autres, dans leurs tâches au quotidien. Analyser, je dirais, les challenges, les enjeux, auxquels l'entreprise fait face et puis, y permettre d'y relayer, les rôles et les missions des uns et des autres. Hem, je pense que ça, c'est, le rôle, c'est une des missions clés et puis, un manager, bah, c'est quelqu'un qui travaille avec des personnes, des humains, donc c'est aussi quelqu'un qui, prend soin de ses équipes, qui prend, régulièrement, le pouls des uns et des autres, dans leurs missions respectives et qui s'assure, bah, de pouvoir les faire, évoluer, grandir, monter en compétences, hem et instaurer, un environnement dans lequel chacun se sent, bien, à sa place, heu et c'est hyper important du coup, pour un manager, bah, de valoriser, d'encourager et de faire, de nourrir, je dirais, les uns et les autres, au quotidien et sur le long terme. Ouais, c'est vrai que nous, chez Yaniro, quand on accompagne des dirigeantes, des dirigeants ou des managers, plus terrain sur des questions de leadership et de management, on essaye de donner une étoile du berger qui est simple, qui est vraiment de dire, bah, plus ou moins ce que tu as dit, on le dit de manière à peine différente, hein, mais que, un manager fait bien son travail à partir du moment où la qualité des résultats de l'équipe augmente et derrière cette définition qui a l'air assez froide, se cache en fait quelque chose de très chaud parce que pour que l'équipe donne son maximum, au sens donc arrive à obtenir des résultats de grande qualité, quelle qu'elle soit, que ce soit une équipe technique, une équipe commerciale ou d'opération, il faut impérativement évidemment donc qu'elle soit bien organisée, qu'il y ait une bonne vue d'ensemble comme tu le disais. Il faut que tout le monde se sente bien parce que personne n'est capable de donner son maximum dans une équipe dans laquelle il n'y a pas de confiance ou un niveau de relationnel qui est bas ou mauvais. Et évidemment, ça passe par le fait que tout le monde grandisse aussi vite que l'entreprise, voire plus vite que l'entreprise pour la porter, plutôt que de se retrouver freiné par un potentiel qui ne se développe pas. Donc ça, c'est si j'ai de l'œil de Yaniro, hein, pas de l'œil de Litchi et Mangopé, un petit tips à vous donner si vous êtes manager et que vous nous écoutez, ou si vous encadrez les managers, ou si vous êtes RH et que vous vous posez la question par rapport à vos managers, c'est quand un manager est en train de se poser une question de est-ce qu'il devrait faire ça ou pas, il peut toujours ou elle peut toujours se poser la question de est-ce que je suis en train d'augmenter durablement dans le temps la qualité des résultats de l'équipe ou est-ce que je suis en train de faire un coup d'épée dans l'eau, voire quelque chose qui, quelque part, va réduire les résultats de l'équipe. Je donne un exemple qui est bateau. Essayer de,
de mettre l'équipe sous tension pour qu'elle tienne une deadline, ça ressemble à quelque chose qui est de l'amélioration des résultats peut-être. Alors dans certains cas de figure, malheureusement, c'est difficile d'y échapper, mais durablement dans le temps, c'est pas possible. Parce que durablement dans le temps, ça veut dire des équipes qui vont être dégoûtées, ça veut dire potentiellement des vrais risques sur l'équipe, de surmenage, de choses comme ça. Et du coup, on fait pas son rôle de manager si on n'est pas capable d'organiser le travail pour que ça ne soit pas durable dans le temps. Je sais pas comment toi, tu vois les choses sur ces sujets-là, côté Litchi, avec tous les managers que tu as en interlocuteur. Je suis assez d'accord avec, ce que tu partages là et je pense que d'ailleurs, en tant que manager, on se doit d'être, exemplaire. Et en tout cas, moi, je crois vraiment au management, par l'exemplarité. Et tu parlais de tout à l'heure de métriques. Je pense qu'il y a, une métrique, qui peut être, assez forte, c'est celle de l'engagement des gens qui travaillent, pour soi. Une équipe qui est impliquée, soudée, où il y a de la cohésion, c'est une équipe qui va performer. Et ça, on l'oublie souvent, cet aspect. Au-delà des compétences, en fait, il faut, créer, je dirais, vraiment une unité autour, de missions, d'objectifs, de problématiques. Donc ça passe par une grande écoute, un échange, le fait aussi de tout simplement féliciter les gens, hein, reconnaître le travail de son équipe, c'est gratuit, mais ça peut faire des miracles. Je pense que Mmh. c'est important de le souligner et je me rappelle, d'un super conseil de Céline Lazorte, la fondatrice de Litchi, c'est de rendre meilleure son équipe que soi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un manager, il doit avoir suffisamment confiance en lui pour aller chercher des expertises et comme un chef d'orchestre, en fait, les mettre en musique pour que, comme tu le disais si bien, euh, on fasse mieux, et que, finalement, quel que soit, le type, d'équipe, qu'il va manager, finalement, on aille vers de l'amélioration continue, de la performance, de la qualité. Ah, et alors là, moi, ça me fait je saisis, ce super conseil de Céline, pour, mettre l'emphase sur quelque chose. C'est une toute petite chose, hein, sur le management et sur le leadership, qui est parfois compris un tout petit peu de travers, et je vais te donner notre point de vue, et tu vas nous dire peut-être si ce que tu as pu observer côté, Litchi et Mangopé. En fait, il y a des fois une confusion sur cette question du: «Bon, OK, il faut que je recrute des gens meilleurs que moi, il faut que j'aide les gens à devenir meilleurs que moi» et cetera. Parce qu'en réalité, ce qui se passe dans beaucoup de startups, c'est que beaucoup de managers sont des primo managers. C'est la première fois qu'ils deviennent managers, ou souvent ils ont un grand passé d'excellents contributeurs individuels, que ce soit sales, ops ou technique. Et on se demande un petit peu, bon, qu'est-ce que ça veut dire finalement, avoir des équipes qui sont meilleures que soi? Moi, je te dis la manière dont nous, on l'observe et ce qu'on partage, hein, aux différentes personnes avec lesquelles on travaille, Mmh. c'est que l'équipe, faut qu'elle soit meilleure que soi, particulièrement au niveau du contributeur individuel. C'est-à-dire être le meilleur sales d'une équipe de sales, ça veut pas c'est pas forcément, le plus important quand on est dirigeant, manager. Pareil pour la tech, pareil pour les opérations, et cetera. Et là, en ce sens, c'est hyper important de donner tous les outils à son équipe pour qu'elle devienne le plus vite possible, largement meilleure que le manager qui la porte. En revanche, un manager ou un dirigeant, une dirigeante, une manager doit développer un certain set de compétences de management et de leadership qui sont très spécifiques et qui, en revanche, sont impératifs pour mener une équipe à la victoire. Et ça, sur ça, ce qu'on observe des fois dans des recrutements un peu délicats, c'est que quand on recrute quelqu'un qui a un niveau de leadership qui est bien plus élevé que son propre niveau de leadership, là, c'est plus dur. Parce que on a l'impression que la personne est meilleure que nous, mais en réalité, si elle a un niveau de leadership qui est un peu meilleur que nous, elle va avoir du mal à nous suivre, et donc la réponse, c'est d'augmenter son propre niveau de leadership, ou en tout cas de travailler dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu as pu observer sur le terrain chez Litchi et Mangopé. Alors, pas à proprement parler. Par contre, je comprends, très bien ce que tu entends par là et d'ailleurs, je pense que, le management, ça s'apprend.
heu Absolument. et on a souvent, tendance à croire que c'est, inné, mais il y a des méthodes. Bien sûr, le management, il se vit dans l'action, hem, au quotidien, avec les personnes qui composent son équipe. Donc je pense que déjà la première chose, c'est, bah, de se faire accompagner. D'ailleurs, je crois que vous avez lancé, une formation, en la matière, c'est la minute pub. Ouais, si c'est pas moi qui le dis, c'est pas de la pub, donc ça va. Mais je pense que c'est vraiment clé, d'accompagner les personnes et de les former pour qu'elles aient, bah, la boîte à outils, pour, manager leur équipe et puis, devenir manager, c'est pas forcément, la personne qui sera, la meilleure. Tu parlais tout à l'heure du meilleur sales. Le meilleur manager, c'est pas forcément le meilleur sales. C'est celui qui, heu va savoir, accompagner, les talents de son équipe au mieux et donc je pense que, en tout cas, dans les environnements, auxquels j'étais confrontée, on a, tendance à penser qu'il y a une seule voie, la voie sacrée du management et on oublie, souvent finalement, le rôle, des personnes clés qui, sont des experts métiers et c'est ces experts métiers, qui ont des talents, peut-être qui sont meilleurs que le manager, que va aller chercher, bah, tout Mmh. manager qui se respecte, pour son équipe. Mmh. Et alors ça, c'est un sujet clé parce qu'une fois qu'on a dit, que, le management joue un rôle de premier plan dans le scaling de la boîte, que ce soit, au niveau de la culture ou au niveau, bah, de du terrain et des opérations, hem ce qu'on comprend très vite, c'est que ça va se jouer au niveau du recrutement et au niveau, de l'évolution qu'on apporte, aux managers et alors c'est un secret pour personne, pour quiconque a écouté le podcast. Moi je suis extrêmement fan de la posture de Céline, qui a fondé Litchi, qui consiste à dire que c'est absurde de considérer que c'est normal que les fondateurs et fondatrices d'une start-up peuvent évoluer aussi vite que la boîte et que les autres non, ce qui met tord le cou à un mythe particulièrement désagréable dans le milieu start-up, comme quoi, toute personne finit par être capée et qu'il faut la remplacer par quelqu'un de meilleur qui vient de l'extérieur. Je pense qu'il y a un petit mix qu'on peut faire entre aller chercher des jolis talents de l'extérieur et continuer à faire progresser et accompagner des personnes qui sont là depuis le début. Mais pour autant, exactement comme un fondateur ou une fondatrice, faire progresser quelqu'un, lui permettre de se développer, ça passe par augmenter sa base de moyens, lui donner des outils pour lui permettre de grandir. Comme tu disais, ça peut passer par de la formation, ça peut passer par différentes choses. Et moi, j'aimerais bien savoir de manière très concrète, peut-être une double question. Chez Litchi et chez MangoPay, à vue de nez, hein, c'est quoi la part des managers qui sont des personnes qui étaient là en tant que contributeurs ou contributrices individuelles que vous avez fait grandir? Quelle est la part qui vient de l'externe? Et celles qui viennent de l'interne et qui ont grandi, qu'est-ce que vous avez mis en place ou c'est quoi les différents outils que vous leur proposez pour les aider à grandir, sans qu'ils soient trop livrés à eux-mêmes? Alors c'est très intéressant, comme question. Il y a quelque chose d'assez, je dirais, clé, c'est qu'aujourd'hui dans le top management de Litchi et MangoPay, tu retrouves, finalement des salariés qui étaient là depuis le début. Donc, je ne peux que rejoindre ce que tu disais sur, finalement, à un moment donné, de la vie d'une entreprise, elle grandit et les personnes qui la composent, elles grandissent. Donc, alors j'ai pas le chiffre en tête, mais aujourd'hui, on a un certain nombre de salariés qui étaient là depuis les débuts, de Litchi qui, travaillent, qui sont devenus, je dirais des talents clés pour Litchi ou MangoPay et qui composent son top management et j'aime beaucoup l'analogie, qui consiste à dire que, le manager finalement, c'est, l'entraîneur. Et puis, son équipe, ce sont, ses sportifs et le manager en tant qu'entraîneur, il a pas à être meilleur que ses athlètes. Au contraire, il va aller chercher, des gens qui ont, des qualités, intrinsèques, il va les pousser, les coacher pour les amener, à devenir, potentiellement, meilleurs et ils vont évoluer. Mmh.
Et du coup, si je prends, par exemple, parce que c'est des bons exemples, il me semble, les personnes qui sont là depuis un très long moment, qui viennent de quasiment du tout début de Litchi et qui sont maintenant au top management. Ma question, c'est vraiment, comment ces personnes-là, vous les accompagnez pour qu'ils prennent, leur nouveau périmètre de responsabilité et de management au mieux? Est-ce que c'est quelque chose qui est un suivi, de la RH, très régulier, où vous vous dites: «Ah non, mais telle personne-là, c'est une marche qui est un petit peu haute, donc on va être attentif et on va lui donner. Est-ce que vous avez vraiment une grosse utilisation de la formation ou du coaching ou des choses comme ça? Je suis assez curieux de voir comment vous y êtes pris, que ce soit très structuré ou très au fil de l'eau, hein. Oui, alors, comme je te le disais, moi, je suis arrivée, il y a 2 ans, et il n'y avait pas de service RH. Donc finalement, cette co-construction, en fait, des parcours, des trajectoires de carrière, des managers, elle se faisait par Céline, par ses top managers. Donc c'est bien la preuve qu'il n'y a pas forcément besoin, de RH, pour, faire grandir ses équipes, mais que les premiers RH, c'est les managers d'une boîte en général. C'est un mélange effectivement, comme tu le disais, on développe des programmes, des formations pour accompagner les équipes pour qu'elles aient la bonne méthode et je dirais le hard skills du management, mais ça passe aussi par une co-construction de se poser autour de la table et de définir pour chacun les étapes de progression, qu'elles soient verticales ou horizontales d'ailleurs, à chaque moment clé. Donc pour moi, c'est un travail qui se fait finalement en continu. Alors bien sûr, depuis qu'on est une équipe RH, c'est quelque chose qui est totalement dans le cœur de ce qu'on fait. Mais c'est aussi le rôle des managers d'équipe de nous solliciter pour accompagner les uns et les autres à grandir. Et alors, j'ai plein de toutes petites questions qui me viennent en tête. Tu me diras, je pense que certaines, tu auras plus ou moins la réponse, donc tu me diras. Mmh. Mais vu que vous êtes vraiment des défenseurs de cette posture de permettre à tout le monde de grandir, euh, est-ce qu'il y a eu beaucoup de cas de figure à ta connaissance de contributeurs ou de contributrices individuelles, qu'on a choisi de faire monter un poste de management en lieu et place de recruter quelqu'un de l'externe? Est-ce que tu as eu beaucoup de cas de figure dans lequel ça s'est passé avec difficulté, voire malheureusement, hein, ce qui peut arriver, hein, ça n'a pas fonctionné, ou est-ce que c'est, marginal? Est-ce que c'est jamais arrivé? C'est quoi à peu près la hauteur de ces occurrences? À ma connaissance, c'est peut-être, peu ou pas arrivé, ça reste relativement marginal. Je pense que ces évolutions, en fait, elles se font en co-construction et puis, de gré à gré avec la personne concernée. Donc si tu as un niveau de dialogue, en fait, suffisant ou, comment dire? Tu construis, cette marche, a priori, il y a pas de raison que ça marche pas et après, tout est une question, d'accompagnement. Je pense que pour, pour grandir sur une fonction de manager, faut déjà, s'appuyer sur, le sien de manager, heu Ouais, c'est vrai. et je pense que ce rôle de mentorat, d'avoir, quelqu'un qui nous accompagne, il est clé. Donc alors, j'ai pas comme ça, tu vois, souvenir de situations où ça marche pas, mais en général, tu peux aussi à un moment donné, heu, choisir de te concentrer sur une expertise métier versus, de la gestion, humaine, et ça, Mmh. c'est un peu, chacun qui va décider à quel moment, c'est la bonne période, mais ça s'est toujours, bien relativement bien passé. Donc j'ai pas trop de situations problématiques là qui me viennent en tête, tout de suite. D'ailleurs, alors je rebondis sur ce que tu viens de dire. Hem, Là, sur cette question du rôle que jouent les managers dans, l'évolution d'une entreprise et le passage à l'échelle d'une entreprise, est-ce que vous faites des distinctions particulières entre, je dirais les différentes familles, de ce qu'on pourrait appeler des managers, genre des managers, des leads, les lead tech, ou par exemple, les top managers ou les dirigeants? Est-ce que c'est symboliquement des fonctions qui sont très différentes, que vous, suivez différemment, ou, vous avez, un tronc commun qui est le management, à savoir l'encadrement, d'équipe, qui transcende, ces différences? Comment ça s'organise chez vous?
Oui, je pense qu'en fait, tu as pas les mêmes, besoins, en fonction, je dirais, de ton rôle de manager. Quand tu es, primo manager, que c'est la première fois que tu encadres, une ou plusieurs personnes, tu as besoin d'un accompagnement qui va être beaucoup plus soutenu sur, ta posture, les bons rituels, la bonne méthode, ton organisation, la distribution, la délégation de tes tâches et cetera. Ça, je Mmh. dirais que c'est tu as besoin d'être accompagné, pour justement prendre possession de ce rôle. Quand tu commences à avoir, je dirais un peu plus de bagages, là tu vas aussi, être confronté à toute une typologie de situations sur lesquelles, bah, du coup, tu vas devoir t'adapter et répondre, et c'est là où, il faudra corser ton jeu sur, une forme d'assertivité, sur, peut-être de la gestion de conflits. Tu vas être amené Mmh. à gérer des situations qui sont plus complexes. Donc ça va être finalement un mix de j'ai la bonne méthode que j'ai acquise, quand j'étais, primo manager, je dirais, c'est ton socle. Et ensuite, j'ai un certain nombre de situations X, Y pour lesquelles, bah, je vais, aller trouver, des solutions, où je vais, adapter aussi, ma façon de faire. Et là, c'est un accompagnement qui va être, je dirais hybride entre un format, vraiment hard skills et puis un format où tu te fais accompagner, coacher. Heu, Ouais. Quand tu es sur un rôle de top manager, où tu dois porter la vision, finalement, de l'entreprise, déterminer, la stratégie, son futur, hem, tu vas pas être sur le même, sur la même étape. Et donc là, c'est un accompagnement qui est tout à fait différent. Donc je dirais que, voilà, si je devrais, segmenter, tu as, un accompagnement vraiment de primo manager, j'accède à ce métier. Tu as un accompagnement de manager plus expérimenté où, finalement je vais aussi, hem, par le biais de mon vécu, bah, faire évoluer ma posture et puis corser mon jeu. Et puis là, tu as un accompagnement sur des axes beaucoup plus stratégiques de vision d'un top manager et là qui vont être 100% personnalisés. Ouais, bah, et très, très clair. Je pense que là, on a fait un bon tour, hein, quand même sur cette question. Je vais balayer, une petite fiche mémo, pour, celles et ceux qui auraient besoin d'un résumé et tu me diras, Christelle, si tu es d'accord et si tu veux rajouter quelque chose qu'on aurait oublié. Mais donc en résumé, management, c'est une fonction clé, de l'évolution de l'entreprise parce que, ça permet de scaler la culture, et les opérations. Pour autant, le management, c'est quelque chose qui s'apprend, donc au-delà du réflexe classique qui est de se dire qu'on va recruter quelqu'un de l'extérieur, qui a de la bouteille ou du bagage, on peut tout à fait aussi permettre à des gens qui étaient là depuis le début de monter, en management, mais il faut les accompagner. Faut pas les laisser, seuls, se débattre avec, cette fonction. Donc ça peut prendre la forme d'une formation, des standards du management pour des primo managers comme voilà, leur apprendre, à bien déléguer, à bien, gérer des situations d'encadrement et cetera. Peut-être faire, un peu plus d'accompagnement, un peu plus précis, de situations plus précises sur des managers qui sont un peu plus, montés en gamme et des top managers, bah, on les aide à défendre un petit peu, leur propre management et leur propre leadership avec du sur-mesure, des situations plus stratégiques et cetera. C'est à peu près ça qu'on vient de se dire, non? Qu'est-ce que tu en Ouais, penses? c'est tout à fait ça. Et si, j'ai une chose à rajouter, c'est que, finalement, un manager, et la force d'une équipe, c'est quand on entend, plus souvent le «nous» que le «je». Ouais, ouais, tout à fait et alors moi, il y a autre chose que je rajouterais de l'extérieur, c'est que, dans un environnement startup qui est très, friand de process, hein, et c'est pas un gros mot, je le dis comme ça de manière très neutre. Moi, je suis, ravi de voir que et tu l'as dit toi-même, que, chez Litchi et Mangopel, les ne serait-ce que par exemple la fonction RH est arrivée, avec un petit peu de tard. La puissance d'avoir ne serait-ce qu'une culture, une posture et une intention de soutien des managers, fonctionne très bien parce que comme tu l'as dit, moi je suis on en a pas parlé avant et je suis très, surpris positivement. Bah, finalement, cette façon de faire monter des gens, qui étaient déjà, présents depuis longtemps en tant que contributeurs et contributrices individuelles en management, bah, ça marche.
parce que ça a soutenu votre croissance, vous n'avez pas eu, beaucoup de drames et tu as du mal même à t'en souvenir. Donc si on le fait, de manière très simple et très, saine, sans avoir des formules magiques, c'est bien que je pense que beaucoup d'entreprises devraient se pencher là-dessus. Ouais, absolument. Bon, et ben, on va passer tranquillement aux questions rituelles maintenant, de fin de podcast, pour bien boucler la boucle sur cette question. Déjà, la première chose, si on a envie de te contacter, de prolonger la discussion avec toi, c'est quoi le meilleur canal pour te prendre contact avec toi? Eh beh, je dirais que le réseau social de prédilection, c'est LinkedIn. Évidemment, en tant que RH, on est beaucoup sollicité, mais je prends, toujours le temps, même, des fois, s'il est un peu long, de répondre, aux sollicitations des uns et des autres. Alors peut-être pour essayer d'avoir un coup de fil, dites, que vous venez, de la part du podcast Yaniro, que vous avez entendu. Vous le mettez en gros au-dessus, comme ça, elle se dira au milieu des sollicitations de job. Ça ressortira peut-être. C'est ça, ce sera le mot clé. Ensuite, quelles ressources tu recommanderais, aux personnes qui nous écoutent? C'est quoi les ressources que toi tu aimes, beaucoup consulter? Je pense que s'il y a une ressource qui est clé, c'est la curiosité. C'est-à-dire que, il faut pas hésiter à, s'enrichir de tous les contenus et de tous les médias possibles et on a de la chance d'en avoir plein, que ce soit des articles, des livres, des podcasts, voilà, faut vraiment, faire cette démarche de curiosité. Moi, j'aime beaucoup le magazine, Harvard, Business Review, par exemple. OK, le message est bien passé et enfin, tu connais, la tradition dans notre préparation, des prochains épisodes. Si tu devais, passer, le micro à l'un ou l'une, de tes collègues RH pour un prochain épisode du podcast, à qui le passerais-tu? Alors il est pas au courant, donc il apprendra Ils sont souvent pas sûrement, au courant. en écoutant le podcast. Moi, je trouverais ça, très intéressant, d'avoir, Pierre Monclos, qui est le DRH de Youno, et qui a, une fonction, à la fois business et à la fois RH. Je pense que, il a des choses, précieuses à nous livrer. Et je pense que c'est pas la première fois qu'on recommande Pierre, donc j'augmente encore notre chance de l'avoir sur le podcast parce que quand je vais lui dire: «Écoute Pierre, là ça fait plusieurs personnes qui nous disent que tu es le RH qu'on a vraiment envie d'écouter sur le podcast», il va avoir du mal à refuser là, je le sens. Ah, Même si on le force pas évidemment. non, mais je suis certaine qu'il le fera avec grand plaisir. Bah, écoute Christelle, c'était vraiment un plaisir d'enregistrer avec toi cet épisode, qui, encore une fois, me tient beaucoup à cœur. Donc c'est pour ça que je me suis peut-être autorisé à échanger avec toi et à parler un petit peu plus, que d'habitude. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Bah, rien, peut-être si, alors ça c'est du teasing totalement mystère et qui n'est absolument pas une promesse, mais c'est pas impossible qu'on se retrouve, dans quelque temps sur un nouveau format audio, sur un sujet tout autre, dont on a parlé hors antenne. Je pense qu'on peut laisser, les gens avec ce mystère. Ah, je suis tout à fait d'accord. Merci en tout cas pour, l'invitation. C'est, un exercice que je trouve très intéressant. C'est mon premier podcast et je pouvais pas, rêver mieux. Merci Christelle, à bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à mercredi prochain pour le prochain épisode.